communale et départementale. On ne va pas commencer tout de suite. On va peut-être attendre. Là, on a encore des participants qui rentrent dans le webinaire. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes, hein, si vous le voulez bien. Profitez-en pour tester peut-être les outils avec le chat, avec les questions. Hein. Ce sera au niveau des questions qu'il faudra effectivement poser vos interrogations pendant la session. Donc, essayez, vous pouvez tester. Hein. Du coup, on a accès, nous, aux questions, le temps qu'on arrive à la connexion. On commence dans 2 minutes maximum. Hein. Est-ce que tout le monde voit les questions? Là, on a Fabienne qui nous dit bonjour. Alors, on la salue à notre tour. Est-ce que vous voyez également les questions qui sont posées par les autres candidats? C'était un peu notre interrogation avec ce système. Donc, a priori, ça fonctionne. Vous voyez le petit encart avec un point d'interrogation. Vous n'avez pas de son, a priori. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous nous entendez quand on parle? Donc, a priori, je ne vois pas les questions. Les questions sont effectivement où vous êtes, hein, madame, je ne vois pas, monsieur, madame Dienne. Donc là, on est bien dans les questions, il n'y a pas de souci. Vous ne voyez pas les autres questions. Ok. Voilà, c'est notre interrogation qu'on avait. Donc, voilà. Est-ce que vous nous entendez au niveau du son? Est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau du son? Donc, a priori, ça fonctionne. Si vous voulez, on est un certain nombre de participants déjà à être connectés. Donc, on va vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans ce webinaire organisé par les éditions de la vie communale et départementale. Afin d'accompagner au mieux nos abonnés à l'approche des élections municipales et communautaires de mars 2026, la rédaction a décidé de mettre en place une nouvelle forme de communication avec l'organisation d'un webinaire. C'est un moyen plus dynamique de vous informer. Le premier webinaire que nous avons souhaité organiser est relatif à la communication en période électorale. Je vais me mettre sur mon PowerPoint. Je n'y suis pas. Pardon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter pour qui on intervient aujourd'hui. Hein, la vie communale et départementale, c'est des éditions juridiques qui sont au service des acteurs locaux depuis 1923. On est plus que centenaire. On est spécialiste en droit des collectivités. On compte plus de 20 000 abonnés. On a une base de données avec de nombreux articles et modèles, hein, peut-être que vous utilisez régulièrement ou ponctuellement dans vos pratiques. Nous diffusons une revue papier mensuelle hein, où il y a 11 numéros par an. Peut-être que vous l'avez en format dématérialisé, hein, vous ne l'avez pas en format papier, mais vous avez la même forme de revue. Également, nous proposons des abonnements spécialisés, que ce soit en intercommunalité, en fonction publique territoriale, en marché public, en urbanisme et en état civil. Donc, ces abonnements spécialisés, ça se retrouve sous forme de lettres email une fois par mois et également des bases de données spécialisées dans notre base de données générale. Qui sont des options que vous prenez ou prenez pas. Si vous êtes par exemple abonné à l'intégrale de la vie communale, vous avez accès à la base de données générale, à la revue, mais également à tout ce qui est abonnement spécialisé. Dans le cadre de ces abonnements spécialisés, et pas que, hein, dans le cadre de la revue également, on diffuse des veilles juridiques qui sont synthétiques et qui se veulent accessibles à tous et qui vous donnent une information qu'on a déjà, nous, synthétisée et pour donner la formation la plus juste possible à nos abonnés. Et également, peut-être que vous utilisez aussi ce service-là. On a un service juridique, donc on a des juristes, hein, dont on fait partie, qui sont disponibles par email, parfois par téléphone. Et également, nous avons une intelligence artificielle. Hein. Je ne sais pas pareil si vous avez déjà utilisé. On a un chatbot qui s'appelle Antoine et qui est disponible sur notre site internet et vous pouvez interroger. Alors Antoine, il fait des recherches à partir de notre base de données.
peut-être il y aura des évolutions dans les mois à venir sur cette intelligence artificielle, mais pour l'instant, effectivement, c'est une recherche via notre base de données, dans notre base de données. Alors aujourd'hui, pour intervenir, je suis accompagnée de Mathieu Brèche, qui est juriste-rédacteur à la Vie communale. Et moi-même, je suis Valentine Duhaut, je suis juriste-rédacteur à la Vie communale. Nous avons une expérience dans les associations de maires, au sein de collectivités, donc ce qui nous permet aussi, ce qui justifie aussi qu'on intervient aujourd'hui auprès de vous pour vous parler de la communication en période électorale. Et de manière un peu plus cachée, on a Mickaël Moron qui est derrière la technique et qu'on remercie pour son aide précieuse. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Mathieu qui va vous évoquer comment va se dérouler ce webinaire. Merci Valentine. Bonjour mesdames, messieurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaitons vous préciser quelques points pratiques quant au déroulé de ce premier webinaire. Tout au long de notre présentation, vous allez avoir de la possibilité de poser par écrit vos questions dans l'espace dédié. Donc effectivement, c'est la petite rubrique avec le petit point d'interrogation. On a déjà pu voir vos différents messages, notamment sur les modalités de connexion en ce qui concerne le son et autres. Donc n'hésitez pas tout au long de notre intervention à poster vos questions. Elles nous seront notifiées. À l'issue de chaque partie, donc, dans le cadre de l'ordre du jour qui va vous être présenté, nous allons prendre avec Valentine un temps pour répondre à ces questions. Il y aura vraiment 2 temps de questions-réponses qui seront dédiés. Il est tout à fait possible, compte tenu potentiel volume de questions, qu'on n'arrive pas à toutes les traiter faute de temps. Pas d'inquiétude, les questions qui ne seront pas traitées à l'issue du webinaire, notre équipe de rédaction vous répondra et seront traitées à l'issue. Les ressources disponibles dans le cadre du webinaire. Donc, vous avez reçu, avec la revue de septembre 25 de la Vie communale, un cahier spécifique concernant la communication en période électorale, qui vous présente effectivement de manière quand même assez détaillée tout le contenu du présent webinaire. Donc, vous pouvez effectivement le retrouver soit sous format papier ou effectivement en direct sur notre base de données. Également, vous seront adressés via la prochaine lettre email du 15 octobre de la Vie communale, donc le replay du présent webinaire, la mise à disposition du PowerPoint, ainsi que un document qu'on a appelé questions fréquentes, cas pratiques, de questions qui nous sont posées quotidiennement ou des questions qui mériteraient d'être effectivement reprises dans le cadre du webinaire et qui n'ont pas pu être traitées ou que justement il serait intéressant de les reprendre. Concernant l'ordre du jour, Concernant l'ordre du jour, donc conforme à l'invitation qui vous a été adressée, après une brève introduction qui sera faite par Valentine pour vous rappeler les différentes, le calendrier ainsi que les éléments de contexte, Valentine va aborder la communication de la collectivité en période électorale, en abordant les bulletins municipaux, la cérémonie des vœux, les inaugurations. À l'issue de cette première partie, comme évoqué, on prendra un temps de questions-réponses avec les questions que vous pouvez nous poser tout au fil de l'eau. J'enchaînerai pour ma part sur la communication du candidat en période électorale avec le bilan de mandat, les réunions électorales, idem, séance de questions-réponses, puis une brève conclusion pour clore donc nos échanges. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon webinaire et sans plus tarder, je laisse la parole à Valentine. Merci. Alors, on a quelques petites remarques sur le son. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus du micro parce que j'ai peut-être une voix qui porte un petit peu moins. N'hésitez pas si vous avez besoin de m'approcher encore plus. Hein, donc, je vais rapprocher un petit peu le micro. Peut-être que vous m'entendiez mieux juste. Je vais essayer de parler un peu plus fort, effectivement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er septembre 2025, c'est-à-dire 6 mois avant les élections des 15 et 22 mars 2026, les règles de communication sont encadrées tant pour les collectivités que pour les candidats. C'est le code électoral qui fixe les règles à suivre. Alors, il est assez peu bavard, ce code électoral. Hein, le juge au sujet de la communication en période électorale est un peu plus bavard que le code électoral.
voilà, après, il y a quand même un encadrement, il y a quand même un cadre qui est fixé. On va étudier tout ça au fil de l'eau lors de ce webinaire. Il est nécessaire de bien distinguer la communication du candidat et de la collectivité dans laquelle va se dérouler le scrutin électoral. L'intérêt de la communication est d'ailleurs distinct entre le candidat et la collectivité. Le candidat, je me présente, je suis candidat à des élections municipales et communautaires, je souhaite être élu au sein du conseil municipal, voire à d'autres fonctions si possible. Je défends avant tout un intérêt personnel. Mon intérêt personnel, c'est d'être élu. La communication de la collectivité, c'est un autre intérêt. Ce n'est pas un intérêt personnel, c'est un intérêt général. À travers ces événements, à travers ces publications, la collectivité défend un intérêt général. Donc, on voit bien, avec ce schéma un petit peu simpliste, mais c'est bien pour vous montrer pourquoi on fait deux parties aussi aujourd'hui et pourquoi on distingue bien cette communication et pourquoi c'est important aussi que ces communications ne se mélangent pas. Le candidat, la collectivité, en tout cas la commune, ne peut pas faire la promotion du candidat. Alors le candidat peut faire la promotion de la collectivité, là il n'y a pas de problème, mais effectivement la collectivité ne peut pas participer à la campagne, à la propagande électorale du candidat. Donc c'est pour vous montrer en fait par ce schéma assez simple que le candidat à la commune ne défendent pas les mêmes intérêts dans le cadre de cette élection et d'où cette réglementation, d'où la nécessité de prévoir un encadrement. Il y a une question qui se pose aussi, une question importante dans le cadre de la communication, la réglementation de la communication en période électorale, c'est quelles sont les collectivités concernées par l'encadrement des règles en matière de communication électorale. Alors, les communes, on le sait, parce qu'on en entend parler depuis quelques semaines, que la communication est encadrée. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais également, les communautés de communes, les communautés d'agglo, les communautés urbaines, les métropoles, sont également concernés par cette limitation, cet encadrement. On ne va pas parler de limitation parce que c'est encadré, mais on peut faire quand même des choses. Les syndicats de communes sont également concernés. Vous avez un syndicat d'eau, un syndicat d'assainissement, un syndicat d'école, de transport, tout ce que vous voulez, des STU, des CIVE et autres joyeusetés. Les syndicats de communes sont également concernés puisque, avant tout, ce sont des élus, ce sont des maires souvent, qui sont dans les syndicats et qui président ces syndicats. Également, les CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, son pendant intercommunal, le CIAS, sont également concernés par l'encadrement des règles où il faut être précautionneux par rapport aux publicités, aux manifestations qu'on va organiser dans le cadre de ces organismes-là, ces établissements publics locaux qui sont rattachés directement à des collectivités, à des communes. Également, les syndicats mixtes fermés, les syndicats mixtes ouverts, les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, un petit peu tout ce qui concerne les satellites, on n'a pas tout cité parce qu'il y en a toujours, il y a des offices auxquels vous participez, des structures un petit peu particulières, mais toutes les structures qui touchent de près ou de loin les collectivités, la commune, le maire, le conseil municipal, les conseillers communautaires, à ce moment-là, sont concernés par cet encadrement. Et c'est là, on va être plutôt vigilant sur les publications et les événements organisés par les communes et par les intercos type communauté de communes. Mais on va peut-être être moins vigilant dans les structures un petit peu satellites, parallèles. Donc, c'est là qu'il faut être quand même vigilant un petit peu sur tous ces organismes et que tous ces organismes sont touchés par cette réglementation de la communication de période électorale. Il y a une autre question qui est fondamentale, c'est quelles sanctions si je ne respecte pas les règles en matière de communication électorale. Alors, le but, c'est vraiment pas de vous faire peur, mais plutôt de faire appel à votre prudence afin que cette période charnière avant les élections se passe bien. Et si vous suivez scrupuleusement ce qu'on vous conseille cet après-midi, tout devrait bien se passer. Donc voilà, mais juste pour vous rappeler que quand même, il y a des règles, il y a des sanctions qui sont un peu moins sympas. Ça peut arriver. Donc il faut être quand même vigilant, voire prudent. Vraiment, vous entendrez parler beaucoup de prudence. Et c'est un petit peu le maître mot sur la communication en période électorale. Même si vous pouvez continuer à communiquer, on va le voir, on va essayer de vous rassurer sur ce point-là. Alors, les sanctions qu'il peut y avoir, ça peut être des sanctions, principalement, c'est électoral. On annule l'élection, un candidat est inéligible. Ça, c'est le côté un peu moins sympa des éléments. Il peut y avoir des sanctions pénales. On en parlait avec Mathieu justement hier. Les sanctions pénales, c'est un peu plus rare, mais ça existe. Il y a des amendes, il y a de la prison, mais c'est plus rare. Et les sanctions financières, là, ça va concerner plus les communes ça va concerner les communes de 9000 habitants et plus, ou éventuellement, si vous faites des manifestations qui promeuvent un peu trop le candidat, à ce moment-là, on peut réintégrer les frais de cette manifestation dans le
compte de campagne. Et là, ça concerne vraiment les communes de plus de 9000 habitants. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu vigilant sur les éventuelles sanctions. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que depuis le 1er septembre, pour les communes de plus de 9000 habitants, il y a des règles de financement de la campagne à respecter. Et le 1er septembre, c'est la date à partir duquel le candidat peut désigner un mandataire financier et où il va inscrire des dépenses dans un compte de campagne. Donc, il y a un plafond des dépenses à dépasser. On ne traitera pas cette question parce qu'elle est très riche, elle est très, très importante. On n'aura pas le temps techniquement de le traiter. Sachez qu'au service juridique, on est disponible pour vous accompagner s'il y a des questionnements. Mais je pense que vous êtes pour les communes concernées. Vous connaissez le guide de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement public. C'est un excellent guide sur le financement des campagnes électorales. Référez-vous à ce guide-là, il est en lien dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, il est en lien pour le consulter et c'est vraiment la Bible sur le financement de la campagne électorale. Donc voilà pour cette introduction assez brève, même si je suis très bavarde et que je parle quand même un petit peu beaucoup sur certains points, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui est la communication de la collectivité en période électorale. Alors, en période électorale, donc depuis le 1er septembre 2025, il n'est pas permis, je vous ai dit, c'est le code électoral qui encadre un petit peu les choses, il n'y a aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité qui peut être organisée. Alors, vous inquiétez pas, on va expliquer ce que c'est ces campagnes de promotion publicitaire, parce que c'est pas seulement des 4x3 que vous allez mettre dans toute la commune, il y a d'autres enjeux derrière. Donc là, c'est le cadre, c'est les articles finalement qu'on applique en général sur ces interdictions. Également, l'article qui explique beaucoup de choses et qui expliquera la communication de la collectivité et d'ailleurs la communication du candidat également. La collectivité ne peut pas participer au financement de la campagne électorale d'un candidat. C'est interdit de financer la campagne. On ne peut pas laisser des moyens à un candidat pour une commune, ne peut pas favoriser le maire sortant, par exemple, pour qu'il se fasse réélire. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est ces principes qui sont prévus par le code électoral, qui sont sanctionnés par le juge également, ça va entraîner beaucoup de principes qu'on va vous évoquer cet après-midi, d'ailleurs quasiment tous les principes. Alors, on se pose la question de pourquoi on va limiter. C'est assez logique en soi, puisque c'est éviter que l'élu en place utilise les moyens de la commune, le PCI, l'intercommunalité, en vue de faire sa promotion personnelle. Je suis élu en place, j'ai des moyens à disposition, j'ai des fichiers à disposition, la liste électorale à disposition. Est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que je peux faire un certain nombre de choses avec les moyens de la commune? Non. Effectivement, la réponse, elle est non, elle est claire. C'est préserver aussi l'égalité entre les candidats. Je suis un candidat, je n'étais pas au conseil municipal, je me présente parce que j'ai un intérêt du service public, j'ai une envie de me présenter au sein de ma commune parce que j'ai des projets où je suis contre le maire en place. Je n'ai pas accès effectivement aux moyens de la commune, donc on préserve l'égalité entre les candidats. Et également, on ne fait pas de prime au sortant, il n'a pas à utiliser les moyens de la commune. Donc voilà pourquoi on limite. Alors, les principes à respecter, on rappelle ces principes, ça c'est les principes que le juge va appliquer pour vérifier que la communication que vous avez faite, elle est valable. Il va vérifier que le ton, alors que ce soit dans les publications, que ce soit dans des discours lors des événements, le ton il soit neutre et informatif. Ce sera vraiment le principe de neutralité. Également, le principe d'antériorité, caractère traditionnel. J'organise des manifestations tous les ans, je continue à les organiser, même si on a passé septembre 2025. On y reviendra juste après. Régularité, donc la communication, donc la publicité, la publication, l'événement doit être régulier, doit être conforme à ce qui était fait auparavant sans augmenter son coût ou son nombre. L'identité également, c'est qu'on va conserver une forme habituelle de la manifestation. Donc tous ces principes, le juge il va les appliquer, il va vérifier que vous êtes de bonne foi. Il va vérifier aussi l'impact sur le scrutin. Si il y a deux listes et puis elles sont au coude à coude, peut-être qu'une communication en période électorale qui est un petit peu tendancieuse, peut-être que ça va faire pencher la balance en faveur d'une annulation d'élection. Et d'ailleurs, je voulais vous le dire en introduction, j'ai oublié de vous le dire,
toutes les communes sont concernées. Hein. L'annulation des élections, ça concerne une commune de 100 habitants comme une commune de 9000 habitants. Il n'y a pas de limitation, il y a des recours sur, sur toutes les communes. Hein. Donc, et sur la communication, souvent, c'est souvent sur la propagande et la communication d'une commune, c'est quand même assez fréquent. Donc voilà, le juge il va regarder un certain nombre de critères. C'est pas parce que vous avez fait une inauguration et puis que elle est peut-être un petit peu en décalé. Voilà, c'est pas parce que vous aurez publié quelque chose, un bulletin municipal un peu favorable, que forcément il y a l'annulation. Il y a tout un ensemble de critères qui seront analysés et qui permettront de dire si on annule ou pas les élections. Et la matière n'est pas simple en soi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on fait des webinaires, des publications qui sont faites. C'est pour vous donner des exemples de jurisprudence et parfois le juge, il tergiverse un peu, il change un petit peu d'avis. Donc voilà, c'est pour ça cet après-midi, on va vous donner des exemples et des questions qui sont fréquentes, hein, qui nous sont posées, nous, à la vie communale, qu'on traite régulièrement. C'est pour ça qu'on va vous en parler cet après-midi. Alors, concernant la promotion de la collectivité, sachez qu'il est possible de continuer à communiquer. Alors, même en période électorale, on le voit, je ne sais pas si vous le lisez, mais parfois, certains commentateurs disent on arrête de communiquer. Alors non, la réponse, elle est bien sûr que non, on continue à communiquer. Bien sûr, on ne crée pas une nouvelle communication. Je vous ai parlé des principes, hein, régularité, antériorité, on continue comme avant. Bien sûr, on est attentif au contenu, on n'est pas dans la propagande électorale. Si on est un peu bavard sur les bulletins, on essaye peut-être d'être un peu moins bavard que d'habitude. Vraiment, ce que vous devez retenir, c'est qu'on va faire savoir, vous allez faire savoir qu'il y a un nouveau service à la communauté de communes, une nouvelle secrétaire de mairie, un nouvel agent technique, par exemple. On va faire savoir des éléments concernant la commune, mais on ne va pas faire valoir. C'est vraiment ça. Et parfois, la différence, ça veut dire c'est pas simple. Je sais, effectivement, on le sait que c'est pas simple parfois, mais vraiment, retenez ça. Faire savoir et non faire valoir sur la publication, notamment sur les bulletins municipaux. Hein, c'est ceux-là qui posent souvent des questionnements. Hein. Donc, quand vous publiez un bulletin, alors quand je dis bulletin, ça peut être toute forme de bulletin. C'est pas que le bulletin papier que vous envoyez 1 à 2 fois par an, voire il y a des communes qui sont très prolixes, qu'on voit ça tous les mois. C'est une newsletter également. Hein. Vous envoyez aussi des informations. C'est toute publication que vous allez faire. Les principes sont les mêmes. Vous verrez sur mes diapos que finalement, je vous dis toujours la même chose. C'est qu'il faut avoir un ton neutre et informatif et qu'il faut parler des éléments généraux de la collectivité, pas de polémique électorale, et on ne fait pas de bilan très avantageux des réalisations du candidat sortant, du maire sortant. Voilà, il faut être pragmatique. Mais j'ai envie de dire, ça, ces éléments d'information où il y a un contenu assez neutre, assez objectif, qu'on soit le 1er septembre ou avant le 1er septembre, ça devrait être des préceptes que vous devriez suivre dans tous les cas. On n'est pas là pour, quand on publie un bulletin, pour faire la promotion d'un candidat ou promouvoir la personne d'un maire ou d'un élu. On est là pour donner des informations générales. Donc, sur certaines communes, finalement, on ne changera rien puisque c'est des préceptes que vous appliquez déjà et que vous utilisez déjà sans problème. La question des photos des élus dans le bulletin. Est-ce qu'on maintient les photos? On a un édito où on met habituellement pour illustrer beaucoup de photos des actions menées. On maintient ce système, il n'y a aucun problème. Hein. Simplement, on ne multiplie pas de manière excessive les photos à l'approche des élections. Et également, on ne crée pas de suppléments, ça c'est des jurisprudences, avec de nombreuses photos des élus. Parce qu'effectivement, là, on est sur de la propagande électorale et donc on est sur l'exemple que la commune va promouvoir un candidat et va financer finalement la commune, le candidat. Donc là, on est sur les interdictions, je vous ai rappelé au tout début de ce propos. L'éditorial que vous mettez dans le bulletin. Ça, il n'y a aucun texte qui n'oblige à supprimer l'éditorial du maire ou du président de PCI, c'est la même chose. Hein. On maintient la signature, la photo du maire ou du président, c'était le cas auparavant. On ne change pas la photo, on évite de changer la photo juste avant. S'il n'y avait pas de photo, on ne rajoute pas une photo. Voilà. Vous gardez la même police, la même structure. Si le maire était très bavard, encore une fois, qu'il reste bavard. Mais attention au ton, il doit rester neutre, informatif
et pas de propagande, pas de polémique électorale. Voilà, on ne descend pas, entre guillemets, si on utilise l'expression, sous nos opposants ou les conseillers d'opposition lors de cet édito, si on ne le fait pas habituellement et qu'on n'a pas à le faire habituellement. Voilà. On ne fait pas de référence aux élections à venir. Alors, vous pouvez donner l'information que les élections auront lieu le 15 et 22 mars 2026, mais rester quand même neutre dans le propos par rapport à ces élections. Il y a une question qui est fréquente et une question un peu qui peut être embêtante. C'est le droit d'expression de l'opposition. Alors, le droit d'expression de l'opposition, c'est dans les communes, ça concerne les communes de plus de 1000. Donc, rassurez-vous, pour les moins de 1000, ça ne vous concerne pas. L'opposition a un droit d'expression, c'est-à-dire que dans le bulletin, il doit y avoir une partie réservée à l'opposition qui peut s'exprimer sur les sujets qui concernent la commune. La question du maintien, est-ce qu'on maintient cette expression de l'opposition? Oui, on la maintient, on n'a pas à la supprimer, ce n'est pas parce qu'on est en période électorale qu'on la supprime. En principe, le contenu doit être neutre. Le problème, c'est que la plupart du temps, on a encore eu la question hier d'une commune, d'un abonné, qui nous dit le contenu n'est pas du tout neutre, il est vraiment dans la polémique électorale. On est un petit peu coincé parce que on doit rappeler effectivement à l'opposition que le contenu doit être neutre, qu'on ne doit pas parler des élections, donc il n'y a pas de polémique électorale. Mais malheureusement, le directeur de la publication ne peut rien faire et doit publier le texte en l'état. Simplement, entre guillemets, l'opposition peut se tirer une balle dans le pied parce que si l'opposition vient être élue, si un conseiller vient être élu, vous pouvez contester son élection en disant qu'il a utilisé le bulletin municipal comme de la propagande électorale. Donc, voilà, il joue un jeu, le conseiller d'opposition, les conseillers d'opposition, au cas où, effectivement, il publie, et puis, voilà, entre guillemets, c'est sa responsabilité. Mais vous ne pouvez pas dire, c'est de la polémique électorale, parce que parfois les propos sont un peu rudes, c'est de la polémique électorale, on ne publie pas. Ça, c'est pas possible. Ça, le juge a cette position-là. Peut-être que ça évoluera à l'avenir, peut-être que là, on aura peut-être un peu plus de jurisprudence là-dessus, mais on maintient, ce qu'il faut retenir, on maintient, le contenu normalement doit être neutre, mais malheureusement, il n'est jamais, et on ne fait pas de contrôle, on ne peut pas empêcher la diffusion si on parle des élections, malheureusement. Il est possible, dans le cadre de la promotion de la collectivité, de diffuser un bilan des réalisations. Alors, je vous ai dit, on ne fait pas de promotion de la collectivité, mais vous allez me dire, c'est un peu contradictoire ce que vous dites. Alors, pas tout à fait. C'est un bilan des réalisations. Le juge a admis qu'on fasse un bilan de réalisation. Alors, c'est un petit peu différent du bilan de mandat. Ça, c'est Mathieu qui vous en parlera. C'est propre au candidat. Il vous en parlera tout à l'heure. Le bilan des réalisations de la collectivité, c'est on va faire un bilan de tout ce qui a été mené les 6 dernières années. Ça, c'est possible, mais c'est un exercice, un petit peu comme le bilan de mandat d'ailleurs, c'est un exercice qui est périlleux. Parce qu'il faut garder un style neutre et informatif, il faut éviter les commentaires élogieux et de mise en valeur personnelle d'un candidat. Alors, quand vous allez faire un bilan des réalisations, vous n'allez pas dire tout ce qui s'est mal passé. Vous allez forcément parler de tout ce qui s'est bien passé. Et c'est là qu'il faut être neutre dans la synthèse de ce qui s'est bien passé. C'est pour ça que c'est un peu périlleux parce qu'il faut être très, très vigilant sur il y a d'ailleurs des avocats qui déconseillent fortement ces bilans de réalisation parce qu'il y a un risque juridique derrière. Donc, ça, c'est à vous de voir. Ça doit être dépourvu de polémique électorale. Et pareil, si vous faites ce bilan de réalisation, ça doit être assez synthétique, assez succinct. On ne fait pas un supplément du bulletin municipal. Voilà. Alors, vous allez me dire parfois, des bilans de réalisation, par le passé, ça s'est réalisé, c'est-à-dire que le maire, sortant quel qu'il soit, faisait ce bilan de réalisation avec un supplément et autres. On ne vous encouragera, ça ne passera pas, on ne va pas vous encourager à ce moment-là à continuer cette pratique. Voilà, on va être vigilant quand même sur ce bilan de réalisation. Vous pouvez le faire de manière assez neutre. Là, c'est un point qui est quand même assez délicat, assez parfois difficile. Alors, inauguration, pareil, beaucoup de questions sur ces inaugurations. Est-ce que je peux inaugurer? On est 1er septembre. Parfois, certaines communes disent à partir du 31 août, à partir du 1er septembre jusqu'au 31 août, on peut inaugurer, après on n'inaugure plus. D'avoir cette limite, pour nous, elle n'est pas nécessaire. On peut réaliser des inaugurations, il n'y a pas d'interdiction de principe. Simplement, on respecte le calendrier d'achèvement des travaux et on connecte le discours de toute polémique électorale.
Les vœux, les cartes de vœux pour 2026, pareil. Il est toujours possible d'organiser des cérémonies de vœux en janvier 2026, il n'y a aucun souci. Vous n'augmentez pas le nombre. Si vous avez l'habitude de faire une cérémonie de vœux pour vos agents, une cérémonie de vœux pour la population, par exemple, et les forces vives, vous gardez ce même système. Vous n'ajoutez pas plein de cérémonies de vœux alors que vous n'en faisiez pas. Si habituellement vous serviez du jus d'orange et des petits bretzels, vous n'allez pas sortir du champagne et le trésor du coin assez sympa avec des prix fours. Voilà, vous n'augmentez pas la valeur. Alors, bien sûr, il y aura des prix qui auront augmenté. Si vous passez de 450 €, si vous avez dépensé 450 € et que vous dépensez 480 €, c'est pas grave. Mais par contre, si vous avez dépensé en moyenne 400 € à chaque cérémonie de vœux, vous n'allez pas avoir une facture de 4 000 €. J'exagère un peu quand même, mais effectivement, on ne fait pas des dépenses qui sont complètement disproportionnées. Donc, sur ces points-là. Et d'ailleurs, les cartes de vœux, si vous avez toujours cette pratique, hein, ça se fait encore quand même dans les communes, il y a quand même encore cette pratique de carte de vœux. Pareil, on est toujours autorisé, on peut toujours faire ses vœux, le maire peut toujours signer. S'il signait, il peut continuer à signer. Si c'était le conseil municipal qui signait, on continue de la même manière à faire ces cartes de vœux. On n'augmente pas le nombre, on n'augmente pas le prix, on n'augmente pas la qualité de la carte. On ne fait pas quelque chose sur un papier glacé alors qu'on faisait ça sur l'imprimante de la commune, par exemple. Hein. Donc, vous n'augmentez pas. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez symptomatique des cérémonies de vœux. Qui ont l'habitude d'avoir plusieurs campagnes électorales des municipales à mon actif. Je regarde beaucoup la presse locale au moment des vœux. Et régulièrement, les maires sortants annoncent fièrement leur candidature lors des cérémonies de vœux. C'est vrai que c'est sympa parce qu'il y a du monde et que c'est le mois de janvier, on peut annoncer si ce n'est pas déjà fait. Alors là, c'est strictement interdit. On n'annonce pas sa candidature lors du discours de la cérémonie. Si vous avez bien écouté depuis le début de notre intervention, là, on est dans le cas où la commune va participer à la campagne d'un candidat. Donc, même si vous allez me dire, ah oui, mais il n'y a personne, il n'y a pas de candidat en face, il n'y a pas d'opposition, le maire, il a une liste complète, tout le monde s'est mis ensemble. De la même manière, on est au mois de janvier, les candidatures se terminent fin février, voire un petit peu avant. Vous ne savez pas s'il n'y a pas une liste derrière les fagots qui va sortir. Des conseillers qui vont se présenter, qui tout d'un coup découvrent un intérêt pour la commune et le conseil municipal. Voilà, on ne le sait pas. Donc, lors de cette cérémonie de vœux, on n'annonce pas sa candidature. Et d'ailleurs, on n'annonce pas non plus sa non-candidature. Régulièrement, pareil, le maire sortant qui ne se représente pas. Après, je peux comprendre, hein, parce que je peux comprendre aisément le fait qu'on est sur cette cérémonie des vœux. Souvent, c'est la dernière intervention peut-être officielle du maire sortant. Voilà, mais il y a un risque parce que indirectement, le maire sortant, il y a sans doute un dauphin, il y a sans doute un premier adjoint ou un conseil municipal qui va prendre la suite. Et indirectement, ça fait de la pub pour la liste en place, si une liste d'opposition. Donc, d'autant plus, hein, si vous avez de l'opposition, vraiment, suivez ce précepte. C'est pas lors des vœux qu'on annonce sa candidature. Ça, vraiment, ça doit être déconnecté. Et Mathieu vous le dira, la communication du candidat, elle est vraiment déconnectée de celle de la commune. Et là, on fait partie des manifestations de la commune, donc on n'a pas à évoquer sa candidature. Autre point sur le site internet de la collectivité, donc on appliquera les règles du code électoral de la même manière qu'un bulletin municipal. Hein. Il n'y a pas de règles particulières, pas de promotion publicitaire. Il est même possible de créer un site internet, mais il faut aussi démontrer que le site internet, qu'il y a une création qui était déjà envisagée depuis quelques mois. Hein. Tout d'un coup, vous découvrez une passion pour un site internet ça fait 15 ans que vous ne mettez pas à jour. On ne se découvre pas de passion à partir du 1er septembre pour le site internet. Par contre, si c'était quelque chose, un travail qui était mené par une commission, par des élus, par des habitants pour améliorer le site internet et qu'il est livré malheureusement au mois d'octobre, il n'y a aucun problème de le faire. Simplement, il faut montrer toujours un petit peu l'antériorité, hein, comme quoi vous n'avez pas tout d'un coup décidé d'améliorer le site internet afin de promouvoir toujours les candidats, les élus, les maires sortants. Voilà. Et d'ailleurs, on ne fait pas de lien sur votre site internet vers le site des candidats. Hein. Ça, on le dit parce qu'il y a des jurisprudences là-dessus. Et Mathieu le rappellera là-dessus, rappellera ce point un peu plus en détail.
Voilà, le site internet, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il n'a pas vocation à participer directement, indirectement à la propagande, hein. Tout d'un coup, on ne met pas des photos des élus. Si par exemple, parfois dans certaines communes, le conseil municipal est représenté par des photos, par des noms, on explique qui fait quoi. Si c'est pas sur votre site internet, à partir du 1er septembre, on ne change pas cette configuration pour améliorer la présentation des élus. Voilà, on ne promeut pas, on continue à informer. Par contre, effectivement, que la bibliothèque, elle est ouverte en plus le samedi matin, ça, c'est des informations qu'on continue à diffuser, c'est des nouvelles choses, mais on continue à diffuser de manière neutre. Par contre, on ne promeut pas un candidat, on n'est pas le maire à favoriser l'ouverture de la bibliothèque le samedi matin, par exemple. Ça, voilà, on ne fait pas ce que je disais tout à l'heure, on fait savoir, mais on ne fait pas valoir. Hein, et on n'évoque pas les élections. On peut rappeler les dates, bien sûr, les modalités d'inscription sur les listes électorales, communication neutre et informative en tous les cas. Les réseaux sociaux. De plus en plus, les communes se trouvent une passion pour les réseaux sociaux. On a pas mal de pages Facebook des communes, des pages Instagram, parfois des comptes LinkedIn ou encore des comptes Twitter, enfin, des comptes X ou TikTok. Donc pareil, c'est la même chose, c'est les mêmes règles que pour le site internet, c'est les mêmes règles que pour la publication de bulletins. On ne fait pas de la propagande, on n'ouvre pas. Voilà, ouvrir un réseau social d'une commune 6 mois avant les élections, on sera un petit peu vigilant sur ce point-là et on déconseillera effectivement. Pareil, on le voit régulièrement, des comptes Facebook de communes qui finalement vivotent et puis tout d'un coup, à partir du 1er septembre, elles explosent au niveau des posts, au niveau des publications. Donc pareil, soyez vigilants parce qu'en plus, ça reste l'opposition, s'ils veulent un peu contester, ils peuvent faire des imprimes écran. Donc soyez vigilants sur les réseaux sociaux au même titre que, voilà, prudent, pas vigilant, mais prudent sur les publications et ne multipliez pas les posts les publications alors que vous ne le faisiez pas auparavant. Hein. On reste toujours pareil, antériorité, on fait la même chose qu'avant, on ne change pas les choses. Hein. Et d'ailleurs, on ne fait pas de lien entre les réseaux sociaux, pareil, Mathieu vous en parlera, on ne fait pas de lien entre les réseaux sociaux de la commune et des candidats, hein, pas de lien entre eux, parce qu'il y a un risque, effectivement, qu'on considère que la collectivité fait la promotion d'un candidat sur son réseau social. Voilà. On évite la confusion entre les réseaux, il y a d'ailleurs pas mal de jurisprudence assez récente où il y avait une confusion entre les réseaux sociaux de la collectivité et ceux du candidat, parce que parfois le maire, il a un réseau social, il a un compte Facebook, par exemple, ou LinkedIn, et puis il partage des posts de la commune en même temps. Attention sur ce point-là. Pour les communes un peu plus constituées qui communiquent beaucoup via les réseaux sociaux, il faut être pareil, on joue sur la prudence. Une question qui est très fréquente, qui nous a été posée, on a deux questions très fréquentes sur cette période, c'est les enquêtes publiques et les marchés publics, rien à voir. Mais sur l'enquête publique, on peut faire même en période de réserve électorale, on peut ouvrir des enquêtes publiques par les services préfectoraux, il n'y a aucun souci. L'information habituelle et descriptive aux administrés, pas de promotion de la politique d'aménagement et d'urbanisme par les élus. Voilà, donc on continue. Voilà, il n'y a pas d'interdiction de principe. Donc on est vigilant, bien sûr, sur ce qu'on diffuse et si on fait des réunions, parce qu'on doit faire des réunions, parce qu'il y a une enquête publique au niveau du PLUI, au niveau du SCOT, parfois on n'a pas la maîtrise de l'enquête publique qui va se réaliser. Donc à ce moment-là, on est prudent sur les propos, surtout parfois quand on a une enquête publique ou autre qui parle d'éoliennes, ça peut être parfois un peu tendu, donc on vient vite dans la polémique électorale. Donc simplement, on ressente le propos. Voilà, si les personnes dans la salle, malheureusement, ont des propos un peu électoralistes ou de dire, bah oui, il faut faire sauter le maire pour faire sauter le projet des éoliennes, par exemple, à ce moment-là, voilà, vous ne rentrez pas dans les polémiques. Faites les manifestations, que ce soit le Téléthon, les spectacles de Noël, on continue. Pareil, on ne multiplie pas leur nombre, on ne multiplie pas leur coût. On reste dans le côté traditionnel et local de la collectivité. On a en Alsace la chance d'avoir des marchés de Noël. On continue sur les marchés de Noël, même en période électorale. Ce n'est pas parce qu'on est en période électorale qu'on ne continue pas toutes ces fêtes, ces animations autour de Noël, par exemple, en Alsace, mais dans d'autres départements également. Le Téléthon, souvent au début décembre, beaucoup de communes participent au Téléthon. On continue de la même manière. Simplement, on ne se découvre pas une passion pour le Téléthon tout d'un coup alors qu'on n'a jamais organisé le Téléthon. Voilà, on n'utilise pas la fête pour valoriser les élus sortants, les réalisations de la collectivité, pour apparaître sur les photos. Voilà. Parfois, on a l'impression que c'est des principes à rappeler qui se disent mais oui, on respecte bien ça.
oui, mais il y a quand même encore des choses qui sont un petit peu limites et qui sont un peu contestables. Et c'est dommage, ce serait dommage de vous faire annuler votre élection. Et pour finir, on va parler des marchés publics. Pareil, on a eu il y a quelques jours une commune qui nous dit on vient d'apprendre au syndicat qu'on ne pouvait plus faire de marché public à partir du 1er septembre 2025. Alors, je n'ai jamais entendu ça de mon expérience. En tout cas, il n'y a rien qui interdit de lancer, de conclure des marchés publics si la démarche, elle s'inscrit dans la démarche de conception du projet. C'est un peu comme les inaugurations, c'est la même chose. Hein. On est dans la continuité. On ne s'arrête pas de vivre, de faire à partir du 1er septembre 2025. C'est vraiment ça, on continue. On est prudent, mais on continue. Il y a juste une limite légale, peut-être que vous la connaissez, c'est sur les emprunts. Il y a une fin de la délégation qui est éventuellement accordée au maire. Le maire, quand il a une délégation en matière d'emprunt, à ce moment-là, le 2 mars, qui est la date à partir duquel la campagne électorale, les 15 jours de la campagne officielle, s'ouvre. À partir de là, la délégation du maire, elle ne joue plus. On ne peut plus utiliser cette délégation pour conclure des emprunts à la proximité, enfin, voilà, à proximité des élections. C'est la seule limite qu'il peut avoir. Et encore, on peut avoir voilà, des notifications de marché parce qu'on a lancé le marché au mois de juin ou même au mois de septembre parce que l'architecte avait un peu de retard et qu'on n'a pas pu commencer. On a lancé les marchés. Parfois, ça prend du temps hein, quand vous faites un gros projet. Voilà, ça peut prendre du temps. Par contre, si tout d'un coup, vous n'êtes pas occupé du lavoir, ça fait des années que vous ne vous occupez pas du lavoir, ne vous trouvez pas une passion pour restaurer le lavoir et lancer un marché, tout d'un coup, recruter un architecte au mois d'octobre. Voilà, vous ne trouvez pas une passion pour un projet tout d'un coup, alors que par le passé, rien n'a été fait à ce sujet. Voilà, c'est juste ça, la limite finalement qu'on pourra avoir là-dessus. Je suis très bavarde peut-être. Je suis parfaitement dans les temps. Donc, on va passer au système de questions. Mathieu va vous, comme il vous a dit en introduction, prendre peut-être quelques questions. Je ne sais pas si on a quelques questions. Il y a déjà quelques questions qui nous ont été posées. Je pense que certains ont pu avoir des réponses au fil de l'eau parce que tu as abordé des points par la suite. On va peut-être reprendre dans l'ordre. Une des premières questions, c'est depuis le mois d'avril, nous sommes en train de travailler à la refonte du site internet communal. Est-il préférable de différer sa livraison? Oui, comme vous l'avez dit, effectivement, il n'y a pas d'obligation de différer la livraison. Si vous voulez le faire pour des raisons pratiques, parce que vous préférez effectivement et qu'il y a de grandes chances que la liste actuelle soit réélue, ou parce qu'il y a de l'opposition, ou parce que l'opposition n'est pas suffisamment constituée pour être élue, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucun problème de le livrer. Vous avez commencé à travailler dessus. Voilà, il n'y a aucun problème de le livrer. Tout à fait. Donc, alors qu'on est avant la période électorale. C'est dans la continuité de ce que vous avez mené. Donc, à notre sens, il n'y a aucun problème. Voilà. Par contre, vous ne faites pas une fête démesurée pour fêter l'avènement du site Internet, bien sûr. Une seconde question intéressante. Peut-on rendre un hommage à l'occasion d'une inauguration et dans le bulletin municipal annuel au maire décédé en 2025 et à son action, bilan de mandat, alors que l'un des conseillers va se présenter comme maire en 2026? Alors, rendre hommage au maire décédé, oui, ça, il n'y a aucun problème hein, de rendre hommage. Alors, à son action, ça revient, on a toujours un petit peu on s'interroge toujours en fait hein, de faire. C'est un peu comme le maire, malheureusement dans votre cas c'est un décès, mais c'est aussi le maire sortant. C'est un peu les mêmes règles. Est-ce qu'on promeut sur des réalisations? On peut le faire, mais de manière assez neutre, assez facile, et pas voilà, que ce soit pas ça rappelle les principales réalisations que le maire, dans votre cas, pour le rendre hommage aussi. Hein, voilà. Exactement. Bon, quand vous allez dans un discours en réalisation. Par contre, ne pas en avant, c'est pour prendre la suite, la liste actuelle, mais si il y a un liste, plutôt c'est dommage des jeux
est appliqué dès maintenant. Donc, quand on travaille sur un bulletin et qu'on travaille sur le contenu du bulletin, le contenu doit être neutre et informatif. Donc, un autre point que tu as eu l'occasion d'évoquer, c'est y a-t-il une jurisprudence sur la communication d'opposition par les bulletins? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit de critiquer les actions de la collectivité dès lors que l'opposition est candidate aux prochaines élections de mars 2026? alors, normalement, le principe, c'est qu'ils n'ont plus le droit. Effectivement, ils n'ont pas le droit de faire de la polémique électorale. Mais le problème, c'est que le juge nous dit ils n'ont pas le droit de faire ça. S'ils le font, ils peuvent se faire invalider l'élection. Mais par contre, le directeur de publication ne peut pas contrôler ce contenu et ne peut pas l'interdire ni le suspendre s'il relève de la polémique électorale, sauf si c'est de la diffamation, si c'est de l'injure ou de l'outrage. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu bloqué par ce système-là et on a des jurisprudences, et ça, on pourra vous les communiquer, des jurisprudences assez récentes en disant on ne peut pas suspendre, on ne peut pas limiter, malheureusement, et ça engendre des difficultés parce qu'on a encore eu la question d'hier d'un de nos abonnés qui nous a envoyé, pour exemple, de ce que veut publier le conseiller municipal d'opposition. Là, on est dans la polémique électorale, mais le parfait exemple de la polémique électorale. Malheureusement, Madame le maire, dans le cas exposé, dans le cas de la commune-là, ne peut rien faire. Elle peut rappeler au conseiller en lui disant attention, ça relève de la polémique électorale, il y a un risque d'annulation de l'élection si c'est le cas, mais on ne peut pas suspendre, on ne peut pas l'empêcher. Alors c'est toujours un peu délicat parce que si en plus vous avez la majorité qui a eu un droit d'expression dans le bulletin, la majorité va être muselée entre guillemets sur le contenu, pas de polémique, on est hyper vigilant, et on a l'opposition qui peut faire, qui peut avoir cette tribune. Et c'est vrai que sur ce point-là, on attend peut-être des éléments un peu plus stricts de la part du juge. On ne cherche jamais le côté strict du juge, mais c'est vrai que qu'on puisse avoir une limite. C'est toujours problématique parce que c'est le droit d'expression de l'opposition. C'est toujours un peu problématique. Mais en tout cas, on a une réponse qui n'est pas forcément hyper satisfaisante pour nos abonnés. On le sait bien. Une question. Lors de l'énoncé du contexte dans la délibération, est-ce qu'il faut appliquer ces principes de neutralité et se contenter d'informer de la démarche par la municipalité? Est-ce qu'il y a un lien entre propagande, et communication et des délibérations? Je n'ai pas connaissance du fait que lors des séances de conseils municipaux, on a des limites à appliquer. On appliquera les mêmes règles sur ce point-là. Si vous avez l'habitude de citer les actions des uns et des autres sur la démarche, je vois pas. Il faut être. Je vois pas qu'on puisse vous accuser d'utiliser les séances du conseil municipal pour promouvoir un candidat. Voilà. Après, toujours, on reste sur un style de neutre et informatif. Restez sur une prudence quand même, si vraiment c'est très dans l'éloge, si c'est très laudatif, comme on dit souvent, si c'est vraiment dans l'éloge, on redescend peut-être d'un degré dans l'éloge, mais à mon sens, ça ne devrait pas poser problème, en tout cas. Mais c'est une bonne question à creuser. Là, je vais essayer de compléter deux similaires. Concernant l'occasion du repas des aînés, une mairie remise avec les politiques pour la première fois faite par un boucher communal depuis 2024, une de en plus du repas des aînés. Est-ce que c'est un cadeau une promotion et pareil, la remise des colis, il n'y a pas de goûter. La commune organise pour Goûter est plus facile que le goûter, c'est une innovation et quand on dépose un colis en contact rapide, un goûter, c'est pas la même chose. C'est pas le même enjeu. Donc, là, le goûter, vous pouvez faire après des sélections si vous voulez. Il y a la même leçon. Des coupures de temps priori. Est-ce que vous entendez? Je vais essayer de m'approcher peut-être du micro, peut-être quand j'ai trop de choses qui. Il y a deux
voilà, sur le côté, moi je vous conseille effectivement, au vu des éléments qu'on a pu avoir sur la réglementation, faire une nouvelle forme Revenu, il semblerait que cela sera revenu. Bon, écoutez, parfait. oui. Pardon, je n'ai pas entendu votre réponse sur le goûter. Alors, sur le goûter, effectivement, on va vous détailler le goûter parce que c'est une nouvelle forme de manifestation, c'est une nouvelle manifestation. Et là, sur le goûter, on va vous le déconseiller puisque vous n'avez pas le même enjeu sur le goûter et sur la distribution de colis. Vous avez un contact direct. Sur un goûter, on va réunir des personnes. Ça, franchement, si vous voulez faire un goûter avec les aînés, vous le faites. On arrive à prouver que le pot de miel est dans le cadre voilà, le pot de miel est dans le cadre d'un projet communal. À ce moment-là, effectivement, ça marche. Ouais. Donc voilà, le pot de miel. J'espère que vous avez entendu mes réponses sur le miel et le goûter, qui c'est des questions très intéressantes. Oui, effectivement, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu les entendre pour la seconde fois par Valentine. Comme on l'a évoqué, ces questions feront partie du recueil de questions fréquentes qui vous seront adressées à l'issue du webinaire. Donc effectivement, ça fait partie. Enfin, toutes les questions qui sont posées enrichissent effectivement le webinaire et puis seront reprises par écrit pour que effectivement vous puissiez en bénéficier et puis vous les approprier. Est-ce que là, a priori, il y a encore des problèmes de son ou pas du tout? Pas. Ah, ça y est, a priori. Bon, désolé, effectivement, bon, c'est Oui, on a des soucis peut-être d'Internet. prenez des soucis Internet, donc il faudra effectivement qu'on puisse peut-être regarder au niveau de la bande passante. Et puis si on va parler un peu plus fort et s'approcher du micro, c'est peut-être également enfin, le cas. Valentine, je te propose peut-être de prendre une dernière question. Qui était restée en attente, c'est lors de la cérémonie des vœux. Est-ce que le maire peut en profiter pour faire une remise de médaille aux agents communaux? S'il ne l'a jamais fait par le passé, je vous le déconseille de refaire cette remise de médaille si ce n'a pas été, si c'était pas prévu. Alors après, vous allez me dire, voilà, les médailles, forcément, c'est prévu à un moment ou à un autre. Vous décalez cette remise de médaille. Il n'y a pas forcément nécessité de le faire au mois de janvier. Donc là, on va vous déconseiller. On va jouer la prudence parce que ça pourrait être considéré effectivement comme un moyen de se promouvoir et de se promouvoir auprès d'agents. Donc, on vous déconseillera. Malheureusement, c'est vrai que c'est l'occasion et souvent, ça évite de refaire une autre cérémonie, mais on vous conseillera plutôt de décaler cette remise de médaille et plutôt de la faire en avril si vous pouvez la faire en avril. Même si normalement, ça suit quelque chose si vous faites des remises de médailles parce que ça fait 20 ans qu'un agent travaille ou 20 ans d'années de travail. C'est sûr que l'année d'avant, il n'y a pas d'antériorité puisqu'il n'avait pas droit à cette médaille. Voilà.
faites comme vous. Si vous avez déjà fait des remises de médailles par le passé, vous faites comme d'habitude. Si vous l'avez déjà fait lors de la cérémonie de vœux, pas forcément l'année dernière, mais des années précédentes, vous pouvez le faire. Mais si vous ne l'avez jamais fait, quelque chose de nouveau, méfiez-vous sur une pratique complètement nouvelle. Tout à fait. Et puis peut-être la toute dernière concernant l'organisation du Téléthon pour la première fois dans la commune. Est-ce que c'est possible ou non? Bon, là, pareil, on est toujours très très prudent parce que pourquoi cette année vous organisez le Téléthon? Alors après, il faudrait démontrer que vous avez une association par exemple qui s'est créée sur la commune et qui vous demande à ce moment-là d'organiser le Téléthon pour la première fois. Et voilà, elle n'a pas forcément vu que c'était les élections quelques mois avant. Alors, on est toujours mitigé sur quand est-ce que c'est la première fois sur des manifestations. Tout d'un coup, on n'a jamais organisé le marché de Noël, on organise un marché de Noël. Voilà, on est toujours un petit peu, alors on est un petit peu, on dresse un petit peu le tableau le plus noir possible, hein, malheureusement, parce qu'on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être contesté, parce que organiser pour la première fois Octobre Rose, organiser pour la première fois le Téléthon, c'est dans une logique, vous n'êtes pas dans une logique de propagande électorale, on le sait bien, c'est pour soit promouvoir, soit de participer à quelque chose, une action qu'on vous a proposée, ou voilà, des fois un rapprochement avec d'autres communes ou d'autres associations. On est toujours prudent et effectivement, l'année des élections, organiser des nouvelles manifestations alors que vous ne l'avez jamais fait par le passé, malheureusement, le juge peut venir l'annuler s'il y a une contestation. Donc, malheureusement, on est prudent et on déconseillera ce type de nouvelles manifestations. Est-ce que c'est bon pour les questions? Écoute, oui, ça. Donc, on va passer à la Il y avait trois petites questions, deux questions qui étaient restées en suspens, mais effectivement sur lesquelles on pourra revenir. C'était une remise de cérémonie citoyenneté, oui. de carte électorale, effectivement. Oui, donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez les organiser. C'est simplement, c'est pareil que les emprunts. À partir du 2 mars, c'est plus possible, 2 mars 2026. Mais vous pouvez faire les cérémonies de citoyenneté, les remises de cartes électeurs aux citoyens, c'est possible. Essayez de ne pas le faire trop près des élections. Hein. Si vous voulez le faire au mois de janvier, c'est mieux que fin février. Hein. Donc, ne faites pas trop tard. Et pareil, ne faites pas une cérémonie complètement disproportionnée par rapport aux moyens de la commune. Hein. Si vous avez l'habitude d'organiser ce type de cérémonie et offrir un jus de fruits à l'issue de cette cérémonie, vous continuez de la même manière. Hein. Si à l'habitude il y a la presse et autres, vous pouvez le faire. Mais n'augmentez pas, ne changez pas les réunions en la matière. Je laisse la parole à Mathieu sur la communication du candidat en période électorale. Merci Valentine. Donc, nous allons poursuivre avec la seconde partie de notre webinaire, aborder donc la communication propre du candidat en période électorale. Comme l'a évoqué Valentine, la distinction doit être absolument faite entre la communication institutionnelle de la collectivité, qui reste possible, et celle électorale du candidat qui vise à présenter les programmes. Quand on parle de candidat, on intègre effectivement souvent le candidat tête de liste, mais il faut intégrer effectivement tous les candidats à l'élection, les colistiers, qui sont également concernés par les règles en période électorale. Dans cette partie, nous allons aborder le bilan de mandat, les réunions électorales, les sites internet et réseaux sociaux et la communication des listes électorales. En ce qui concerne le bilan de mandat, l'interdiction de mener une campagne de promotion publicitaire des réalisations ne s'oppose pas à ce qu'un élu candidat puisse présenter dans le cadre de sa campagne un bilan de mandat. C'est même un exercice essentiel, mais encadré. Qu'est-ce que le contenu? Qu'est-ce qu'un bilan de mandat? Il permet aux candidats de rendre compte aux citoyens des actions menées, des engagements tenus ou non, la situation de la commune, la réalisation des promesses électorales, la gestion de l'équipe municipale pendant ce dernier mandat. Donc, comme on l'a dit, ce bilan est permis, mais va être encadré. L'article 52 du Code électoral, 52.1 du Code électoral dispose qu'il est permise la présentation par un candidat pour son compte dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Donc, on va décortiquer
les aspects de la portée de cet article et voir exactement ce que vous pouvez faire dans le cadre de la communication de votre bilan de mandat. Les conditions à respecter par le candidat pour la présentation de ce bilan. Tout d'abord, la présentation du bilan doit être faite par le candidat lui-même ou pour son compte. Point absolument important, le financement de ce bilan de mandat sur ses fonds propres. Pour les communes de 9000 habitants et plus, il faudra effectivement que cette dépense afférente soit réintégrée dans son compte de campagne. Pas de caractère polémique, injurieux, diffamatoire envers les autres listes candidates. Pas de distribution de ce bilan de mandat la veille et jour de scrutin. Aucune utilisation des moyens de la collectivité. Le moyen, on va dire, le plus flagrant, c'est d'utiliser la photocopieuse, de tous les moyens d'impression de la commune, hein, bien entendu. Et surtout, la charte graphique des documents au sein de ce bilan de mandat, les photos utilisées doivent être absolument distincts de ceux utilisés usuellement par la collectivité. Après, un candidat peut utiliser des photos prises dans le cadre d'événements de la collectivité, mais effectivement, il faudra que ce soit à titre onéreux, parce qu'effectivement, si le candidat va utiliser des photos qui sont de la collectivité, ça peut être perçu comme un avantage indirect, si gratuit ou inférieur à la valeur vénale de ces biens, ces photos qui vont être mises à disposition. Quelques exemples rapides de ce qui est permis, interdit hein, dans le cadre du bilan de mandat. Donc, ce qui est totalement permis, hein, c'est d'insérer ce bilan de mandat avec les documents de profession de foi du candidat, faire des brochures, mais bien entendu, ne pas les utiliser, les reproduire avec les moyens de la collectivité. Ce qui est formellement interdit va être, bien sûr, de publier son bilan de mandat dans la presse, d'utiliser le bulletin municipal pour publier son bilan, hein, par exemple des éditoriaux du maire avec toute une série d'articles depuis le mois de septembre pour promouvoir son action en tant que maire et futur candidat. Donc ça, effectivement, c'est absolument à proscrire. Concernant les réunions électorales, ces réunions publiques sont libres et sans déclaration préalable par les candidats. Il est tout à fait permis d'organiser des réunions électorales avant et lors de la campagne officielle. En revanche, cela sera interdit d'en organiser la veille et le jour du scrutin. Ces réunions électorales, notamment l'utilisation de salles, sont prises en charge par le candidat ou ses colistiers. Les partis ou les groupements de partis politiques peuvent financer un meeting, hein, tout à fait, par exemple. Ça me permet de refaire un petit rappel sur l'interdiction de financement par les personnes morales, hein, les communes, les EPCI, associations, entreprises. Les personnes morales, à l'exception des partis politiques ou des groupements politiques, ne peuvent pas participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Pour les communes de 9000 habitants, toutes ces locations devront être des dépenses électorales et intégrées dans le compte de campagne. Des questions qui nous sont régulièrement posées, c'est l'utilisation des salles communales par les candidats pour organiser donc, ces réunions électorales. C'est tout à fait possible, mais il convient d'en préciser la portée et notamment de préciser les interventions entre le maire et le conseil municipal. Le maire va déterminer par arrêté les conditions d'utilisation de la location de la salle. Il va notamment accorder ou refuser l'utilisation des salles, tout en ayant en tête que tous les candidats qui font des demandes similaires doivent avoir un traitement identique. J'attire vraiment votre attention sur le fait qu'un motif de refus de mise à disposition d'une salle à un candidat doit être tiré de la bonne administration de cet immeuble ou des nécessités de l'ordre public et ne pas se fonder sur le caractère politique de la réunion. On est vraiment extrêmement vigilant avec ce traitement identique à tous les candidats. Le conseil municipal va intervenir par délibération pour fixer la redevance de location de ces salles.
S'en suivront donc par la suite un contrat de location devra être signé entre la commune et le candidat qui va bénéficier de cette mise à disposition. Vous retrouvez sur notre base de données l'ensemble des modèles disponibles, que ce soit l'arrêté de conditions d'utilisation pris par le maire, la délibération du conseil municipal fixant les redevances ou effectivement le contrat de location qui sera signé entre la commune et le candidat. Petite précision, lorsque c'est le maire candidat qui va bénéficier de l'allocation de cette salle, la demande devra être faite au premier adjoint. Effectivement, le maire candidat ne pourra pas signer cette mise à disposition à son profit. Donc, effectivement, faire intervenir le premier adjoint dans la signature et qu'effectivement, ce soit prévu également par délibération pour éviter, et puis pour surtout éviter le premier adjoint à signer et éviter que ça puisse être contesté, que le maire puisse signer et s'accorder directement des mises à disposition. Sur la mise à disposition gratuite des salles au profit des candidats. C'est tout à fait possible, c'est même un usage républicain. Beaucoup de communes le font et mettent à disposition à l'ensemble des candidats pour qu'ils puissent organiser leur réunion électorale. Quand bien même, s'il y a un usage gratuit, cet usage ne sera pas inclus dans le compte de campagne pour les communes de 9 000 habitants. Il est tout à fait possible d'encadrer ces mises à disposition gratuites, notamment en termes de nombre de mises à disposition. Il est tout à fait possible, dans le cadre de la délibération de fixant les redevances, de prévoir que la mise à disposition sera gracieuse pour 2 voire plus réunions et qui sera ensuite par la suite payante envers les candidats. Sur les réunions on parle de réunions électorales, mais effectivement, les salles peuvent également être utilisées pour des réunions de préparation entre les candidats. Donc là, il faudra que ce soit prévu dans les conditions d'utilisation, soit arrêté ou effectivement dans le cadre de la délibération fixant les redevances sur le nombre de fois où ça peut être mis à titre gratuit. Bien entendu, toujours ayez en tête le même principe, c'est un traitement identique entre tous les candidats pour ne pas avantager un candidat d'un autre ou procurer effectivement un avantage supplémentaire. Donc, vous retrouvez, comme je vous l'ai dit, donc, les modèles disponibles sur dans notre base de données. Concernant les sites internet et réseaux sociaux du candidat, il convient absolument d'être vigilant sur l'utilisation des moyens de communication numérique qui se caractérisent par l'interactivité, l'immédiateté et leur difficile contrôle par le candidat et son équipe. Il est possible d'utiliser par un candidat une élection pour sa campagne électorale un site internet créé et financé par lui, avec effectivement toutes les mentions obligatoires, faire mention de l'éditeur du site, du directeur de la publication et des coordonnées de l'hébergeur du site, et désigner souvent au sein des colistiers un référent modérateur qui a certaines compétences informatiques et qui pourra suivre ça plus précisément. Sur le nom de domaine qui va être donné à ce site internet, il faut bien dissocier un nom distinct de la collectivité. On ne peut pas utiliser certains mots associés à d'autres mots, abréviations, qui peuvent faire référence déjà à des noms institutionnels et effectivement créer une confusion entre le site internet du candidat et celui qui pourrait s'apparenter à la collectivité. Qu'est-ce qui peut être publié sur ce site internet? Le candidat va se présenter, va présenter ses colistiers, avoir les principaux éléments de son programme et effectivement pouvoir également recueillir des contributions d'administrer quant à son programme, par exemple. Vous pouvez pouvoir publier son bilan de mandat sur son site. Attention, depuis mai 2018 et l'application des nouvelles dispositions ici du règlement général de la protection des données concernant les données personnelles, à partir du moment où vous allez recueillir des données personnelles pour
s'inscrire sur le site, des coordonnées et autres. Il faudra être vigilant pour ainsi que les dispositions de la loi informatique et liberté. On vous a mis dans le support, enfin dans le PowerPoint, le lien vers le site de la CNIL qui vous détaille effectivement toutes les préconisations et des recommandations quant à la création d'un site internet, notamment en période électorale, effectivement, pour le candidat. La publicité du site internet est interdite depuis le 1er septembre 2025, qui, rappelons-le, par le code électoral, que toute publicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de communication individuelle et audiovisuelle est interdite. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas acheter des liens sponsorisés, des mots-clés, voire des référencements payants pour arriver dans les premiers moteurs de recherche et effectivement faire connaître votre site. Toutefois, l'adresse du site internet du candidat pourra être citée sur les tracts ou les affiches du candidat. Donc, comme on l'a évoqué, donc ne pas, dans le cadre du bilan de mandat, il ne faut pas utiliser la même charte graphique que le site de la collectivité, ni les mêmes photos, le risque étant vraiment de pouvoir être qualifié, enfin, qu'il y ait un risque de confusion entre le site internet de la commune et vraiment spécifique au candidat à l'élection. Toujours en ce qui concerne le site internet, pas de modification, de publication sur le site la veille du scrutin. Soyez absolument vigilants sur ces portées et puis de ne pas faire de modifications. Le maintien autorisé des éléments qui sont contenus sur le site internet la veille du scrutin sont possibles, mais si vous avez des forums qui sont ouverts à tous où des personnes peuvent contribuer, soyez vraiment vigilants de fermer et de ne pas permettre des publications sur le site internet la veille et le jour du scrutin qui pourraient lancer des éléments de polémique électorale ou effectivement avoir aussi des propos qui peuvent être injurieux, diffamatoires. Donc là, soyez vraiment extrêmement vigilants et modérez tout au long vos forums et puis le contenu qui est ouvert, notamment s'il y a des contributions. Et souvent, donc, directeur de publication, le candidat pourra être considéré comme l'auteur principal de l'infraction si des choses ont pu, enfin, des éléments ont pu être publiés sur le site la veille et le jour du scrutin. Je vous propose d'enchaîner sur les réseaux sociaux, donc, qui sont notamment apparus depuis quelques années. Et puis, le juge électoral a eu l'occasion d'être saisi de nombreux cas, notamment lors des précédentes élections. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le juge électoral estime que les réseaux sociaux sont également soumis aux dispositions du code électoral, de sorte qu'une élection a pu être annulée en raison de la diffusion de messages, non pas par les candidats, mais effectivement par des proches. Donc, soyez extrêmement vigilants sur les contenus et l'utilisation des réseaux sociaux. Lorsque le candidat va créer ses pages personnelles aux réseaux sociaux, donc bien entendu, la première étape est de se conformer aux conditions générales de ces réseaux sociaux. Donc, beaucoup de pages Internet, Facebook vont être créés, des comptes X, ex-Twitter, des comptes Instagram, voire des chaînes de WhatsApp, des numéros sur des groupes qui peuvent être mis en place, comme pour les sites internet et d'autant plus pour l'utilisation des réseaux sociaux, la modération sera absolument conseillée afin d'éviter tous les propos injurieux, diffamatoires envers notamment d'autres candidats. Donc, il y a vraiment une modération absolument nécessaire pour éviter tout recours par la suite. Nous allons retrouver les mêmes obligations sur le traitement des données, notamment avec la loi informatique et liberté et la protection des données personnelles, donc effectivement avec les dispositions applicables de la CNIL. Même disposition pour le site internet, donc pas de modification, de publication la veille et le jour du scrutin.
pas de confusion entre les réseaux sociaux de la commune et ceux du candidat, pas de renvoi effectivement du site du réseau social peut-être de la commune en disant bah, voilà, le maire a créé son propre réseau social, vous pouvez le suivre en vous abonnant à telle adresse, donc ça absolument à proscrire. Valentine avait évoqué tout à l'heure des cas notamment une jurisprudence en 2015 avec le juge, le cas d'un élu sortant qui avait un petit peu mélangé sa communication personnelle, sa propre communication de campagne électorale et celle institutionnelle, où il publiait sur son compte personnel des informations institutionnelles, de sorte que, effectivement, on ne voyait plus la frontière entre ce qui relevait vraiment de la commune et ce qui relevait de la propagande spécifiquement électorale. Donc là, le juge a vraiment est intervenu et a considéré qu'il y avait une altération dans la sincérité du scrutin. Donc vraiment, ne pas faire de lien entre les deux, ne pas relayer des informations ou des articles vantant le mandat du maire. Voilà, les sanctions seront possibles. Dans tous les cas, en cas de contentieux électoral, le juge va analyser l'impact véritable des faits mis en cause sur l'élection en regardant le faible écart de voix, le nombre de connexions qui ont pu être générées, par exemple la veille, le jour du scrutin, si le site a permis, si des personnes ont pu faire des modifications, les heures de publication. Pour trouver beaucoup de jurisprudence complète dans notre cahier dédié sur la communication en période électorale, où effectivement on a détaillé, après c'est des cas vraiment d'espèces bien spécifiques, où vous pouvez avoir quelques idées sur ce qui a pu être autorisé ou sanctionné par le juge électoral. Vigilance sur les publications, il faut absolument alerter vos éventuels comités de soutien des publications proches à l'approche du scrutin sur l'application des règles électorales. Pas de publication de propagande publiée sur un Facebook d'un comité de soutien la veille du scrutin. Effectivement, ça peut être considéré comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Voilà, donc vigilance sur l'utilisation du site internet et notamment des réseaux sociaux du candidat, de bien dissocier votre communication propre électorale, de modérer, d'être vigilant sur ce que vous allez publier et de dissocier effectivement vos informations institutionnelles qui peuvent être utilisées dans le cadre des réseaux sociaux de la commune et ce que Valentine a pu évoquer. Sur notre dernière partie, sur l'utilisation de fichiers, notamment pour faire des listes pour les candidats, les fichiers qui sont notamment utilisés par le candidat qui sont admis, principalement la liste électorale, qui ont demandé de communication de la liste aux communes, les fichiers qui vont être constitués par le candidat lui-même, notamment sur son site internet, qui va demander un certain nombre d'informations, de données personnelles du candidat pour se faire son propre fichier, ou encore les fichiers commerciaux des entreprises constitués pour de la prospection. On va faire un focus plus spécifiquement sur les listes électorales. En application de l'article L37 du Code électoral, tout candidat peut prendre communication et copie de la liste électorale auprès de la commune concernée ou à la préfecture pour plusieurs communes, à la condition de s'engager de ne pas en faire un usage commercial. Retenez bien, effectivement, c'est possible, sauf pour en faire un usage commercial. En cas de demande, vous allez communiquer la liste électorale actuelle, telle qu'elle est issue du répertoire électoral unique. Juste une petite information, la date limite d'inscription des listes électorales est fixée donc le vendredi 6 février 2026. Sur la forme de la communication, l'utilisation des fichiers, donc la liste électorale peut être soit consultée gratuitement sur place, soit par la délivrance d'une copie sur support papier ou d'un support informatique, ou soit effectivement par l'envoi d'un mail pour pouvoir directement sous format numérique.
L'utilisation des fichiers, de la liste électorale, vigilance sur les tris opérés à partir de la liste qui pourrait être fait par le candidat ou par son équipe. Effectivement, la possibilité de tri selon l'âge ou le bureau de vote de rattachement des électeurs est possible. Toutefois, formelle interdiction de tri sous la base de consonance du nom des électeurs ainsi que de leur lieu de naissance afin de s'adresser à eux en raison de leur appartenance à telle communauté ethnique ou religieuse. Donc, effectivement, soyez prudents sur les tri que vous pouvez effectuer à partir des listes électorales. Et dernier point sur l'utilisation des fichiers, ne sont pas communicables les registres d'état civil, les fichiers de taxes, redevances, d'aides sociales ou de parents d'élèves, emails obtenus à partir de sites internet ou donnés volontairement pour vos administrés. Voilà en ce qui concerne la communication du candidat sur la période électorale. Je ne sais pas si vous avez des questions qui sont arrivées au fil de l'eau sur Donc, il y a une cette question partie. concernant sur la communication de la liste électorale. Est-ce que tu peux dire s'il existe un formulaire permettant de demander communication de la liste électorale? Alors, le formulaire en tant que tel, non, à ma connaissance, il n'y a pas de formulaire. Souvent, il faut qu'effectivement, vous puissiez justifier par mail de demander la communication, de ne pas en faire un usage. Après, c'est effectivement le code électoral prévoit que c'est tout électeur, groupement ou parti politique qui peut en faire la demande. Donc, à partir du moment où vous justifiez de la qualité, vous évitant de demander cette liste électorale, il n'y a pas de formulaire type. La ville communale propose sur sa base de données un modèle, donc, si vous voulez, que vous pouvez donner aux personnes et puis qui vous font la demande. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Ça, on pourra vous mettre en lien aussi dans les questions fréquentes, le lien du modèle qu'on met à disposition pour faciliter les demandes sur ce point-là. Une autre question, concrètement, est-ce que les élus actuellement en place peuvent continuer de liker et partager les posts, les publications de la commune jusqu'aux élections? Alors, sur le site internet de la commune, c'est ça? Oui, c'est les élus actuellement en place qui continuent de liker et partager les posts de la commune. Après, sur si les c'est réseaux sociaux perso. Ouais, je pense que là, c'est effectivement de la confusion qui peut être engendrée. Enfin, surtout republier des éléments institutionnels de la commune sur des éléments factuels. Pourquoi pas? Après, c'est toujours un peu la confusion où effectivement vous allez republier, reprendre à votre compte des événements qui sont organisés par la commune et les approprier un petit peu dans le cadre de la campagne. Regardez, c'est ce que nous on a fait, ça pas du bilan aussi de mandat. Soyez plutôt vigilants. Vous pouvez continuer à liker sur le compte de la commune, ce qui a pu être fait. Par contre, de republier sur votre compte et reprendre un petit peu l'information qui a été publiée par la commune, ça, effectivement, on vous le déconseille. Tout dépend aussi à quoi sert le compte du maire. Si le maire, effectivement, partage des posts et qui n'utilise pas son compte pour sa campagne électorale, mais ce qui souvent n'est pas le cas, c'est qu'il va utiliser ce compte pour sa campagne électorale. Donc, c'est ça, c'est comme vous l'avez dit, Mathieu, attention sur la confusion de qui publie et à quoi sert parfois certains élus. Dans les grandes communes, on voit qu'ils ont leur compte Instagram ou Facebook perso, de maire. Ils ont il y a le compte de la commune et ils créent pour les élections un compte encore à part entière. Mais potentiellement, ils ne sont pas suivis de la même manière. Donc, voilà. C'est vrai qu'il faut être vigilant. Et ce que vous a dit, Mathieu, c'est vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de confusion en qui publie et dans quel but. Donc, il y avait des questions, c'était peut-être plutôt sur la première partie qui restait des questions. Notre ancien site avec Réseau des communes arrive à son terme et je dois mettre en ligne un nouveau site avec Neops. Forcément, le design et la présentation sera différente de l'ancien. Si c'est dans la continuité de ce qui est fait et que voilà, vous aviez un contrat avec Réseau des communes et que le contrat se termine et que vous mettez en place un nouveau site internet,
Voilà, vous n'avez pas d'autre choix, effectivement, que de le mettre en ligne. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on ne fait pas une fête disproportionnée, on ne fait pas une publication supplémentaire sur le site Internet, on le met en ligne. Mais voilà, il faut que vous continuez à communiquer aussi. Hein. C'est parce que si vous aviez un site Internet et que les administrés et autres avaient l'habitude d'utiliser ce site Internet, il faut que vous continuez à utiliser. Donc, à notre sens, il n'y a pas de problématique de faire ce changement-là. C'est prévu, fin de contrat, nouveau contrat. Voilà. Simplement, la publicité que vous allez faire au niveau de ce nouveau site Internet ne doit pas être disproportionnée. Voilà. Et il ne doit pas être complètement disproportionné pour que ça engendre une propagande du candidat. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tac, 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 je reprends les questions. Donc, liker et publier, on y a répondu. Est-ce que vous avez des questions sur la partie communication du candidat ou sur la première partie également? On peut y revenir. Hein. Il y avait pas mal de questions sur les médailles. Il y avait une question d'une commune, je ne retrouve pas, mais est-ce que je peux, en tant qu'à la cérémonie de vœux, remettre une médaille à un adjoint qui ne se représente plus? Et on est toujours sur des questions, on est toujours un petit peu embêté de répondre parce que vous mettez en valeur un adjoint lors de la cérémonie des vœux, on comprend tout à fait la volonté de le faire, mais voilà. Est-ce que c'est de la propagande, c'est pas de la propagande? On n'a pas d'éléments de jurisprudence qui nous dit c'est de la propagande, ce n'est pas de la propagande. Donc on ne peut pas avoir une réponse de manière définitive sur ce point-là. Si on est sur une pluralité d'agents, une pluralité d'élus, qu'il y a beaucoup plus de personnes, je dirais que c'est déconseillé. Sur un adjoint qui ne se représente pas du moment que le discours est neutre, on pourrait l'envisager. Tout dépend effectivement des moyens que vous allez mettre aussi lors de cette remise de médaille. Mais voilà, je ne peux pas vous affirmer qu'il n'y aura pas de problématique sur cette remise de médaille. Il suffit que le discours, il faut vraiment un discours neutre. Mais on peut comprendre que vous allez utiliser parce que cette cérémonie de vœux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, vous n'organisez pas plusieurs cérémonies dans l'année, c'est le moyen de mettre en valeur quelqu'un qui s'est investi dans la commune de manière honnête et courageuse. Et que, voilà. Si ça reste limité et que le discours est neutre et que les moyens derrière, si peut-être vous lui offrez un petit cadeau sur ce point-là, ça semble possible, mais assez méfiez-vous quand même sur le discours, que ça ne soit pas indirectement de la polémique électorale et du discours prononcé éventuellement par l'adjoint lors de cette remise de débat s'il prend la parole. Il faut être vigilant. C'est vrai que c'est toujours des questions. On comprend la philosophie, on comprend la volonté, qui n'est pas de faire de la propagande électorale, mais on est sur des questions un petit peu limites et des questions qui on ne peut pas avoir une réponse définitive, malheureusement. Est-ce qu'il y avait une question sur les professions de foi, le support et le format? On fera un nouveau webinaire dans les prochaines semaines et on parlera de cette propagande plus spécifique avec les affichages, sur ce point-là, on le fera dans un temps. Là, on peut vers la publication, oui. vous allez vraiment. On aura sur les mémentos, on aura les formats, on aura les confirmations, parce qu'ils sont toujours à nous faire des petites surprises de dernière minute. Les mémentos, c'est le mémento du candidat qui est vraiment la bible de chaque élection et qui nous donne un certain nombre d'éléments. Les tailles et autres changent. Des fois, on a des petits décrets qui nous sortent comme ça, d'un coup, voilà, sur un papier spécifique. Donc, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour en parler de ces professions de foi, mais on fera un webinaire de toute façon, faire des publications vraiment spécifiques sur ces points-là. La volonté qu'on avait avec Mathieu, c'était vraiment de voir quelle était la communication à ce jour du candidat, de la collectivité, les problématiques qu'on rencontrait. On n'était pas déjà dans la propagande électorale. Non, c'était de cibler sur les principales techniques qu'on peut recevoir et voilà, sur des thématiques bien spécifiques parce que le sujet est quand même très vaste sur la communication électorale. Donc, on a voulu vraiment faire un format plutôt spécifique sur certaines notions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question, comment réagir si le maire et son premier adjoint ne s'entendent pas par rapport à la communication en période électorale?
Le maire étant candidat. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas, je suppose que vous voulez dire qu'il y a un conflit entre les deux au niveau de la communication. Et que l'adjoint se prête également sa propre liste Si c'est ça, vous pouvez nous confirmer sur ce point-là. On va prendre en attendant une question, si vous pouvez nous compléter votre question. Nous avons créé un moment de cohésion entre les agents et les élus, d'un tête où chacun des participants finance cette soirée. Nous vous le réitérer en février, ce n'est pas ouvert au public, il n'y a aucune obligation. Après, si c'est déjà, il y a une autorité, puisque ça a déjà été créé. Donc, voilà, vous pourrez réitérer de la même manière, vous faites les mêmes frais s'il faut. Je crois qu'il y a une participation des agents aussi. Les moments de convivialité, les cérémonies de vœux, vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude de faire un repas avec vos agents lors du fin d'année, du début d'année, à certaines périodes de l'année, ça ne n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'avoir un discours de polémique électorale et de documenter les frais liés à ces moments de convivialité. Donc là, dans votre cas, la convivialité gratuite, aucun souci pour la maintenir avec les précautions qu'on vous a invoquées, discours neutre, et puis les frais, on reste sur la même fourchette de prix sur les frais éventuels. Donc, a priori, l'adjoint n'est pas positionné pour le moment. Après, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous posez la question sur la communication électorale. S'ils ne s'entendent pas, je vais essayer de parler plus du micro parce que de nouveau des soucis de son. Conflit par rapport à la façon de communiquer. Là, c'est le maire qui est responsable. Avant tout, si le maire est candidat, c'est le candidat qui est responsable, c'est le maire qui est responsable. Donc là, il faut qu'il définisse des points et qu'il rappelle les points sur l'adjoint par rapport aux règles de communication électorale. Je suppose que le maire veut être prudent, l'adjoint n'est pas prudent. Donc, effectivement, là, on n'aura pas de solution particulière. Ça vaut de trouver des solutions et que le maire puisse avoir une discussion avec l'adjoint. Et il peut avoir parfois des moments où le maire est obligé de retirer les délégations à l'adjoint parce qu'il y a des conflits latents et que voilà, dans la dernière revue, on a traité dans les fiches procédures le retrait de délégation à l'adjoint. Malheureusement, on sait qu'à cette période de l'année, c'est là où il y a, en tout cas la période du mandat, c'est là où il y a le plus de retrait de délégation parce que parfois les adjoints soit se présentent contre le maire, soit n'acceptent pas la politique qui est décidée, qui va être menée par la suite, ou la liste ne convient pas, ou on n'est pas d'accord sur la communication. Il faut être vigilant parce que c'est pas parce que le maire a été très prudent, si son adjoint n'est pas prudent, il y a un risque sur la communication. Donc, voilà, tout à fait. Etc. Donc, effectivement, souvent, ça sera son nom qui sera marqué. Soit de passer l'information en donnant une information à tous pour ne pas cibler ces adjoints-là, de dire voilà, vous pouvez leur communiquer par exemple notre PowerPoint qu'on vous a diffusé aujourd'hui, vous pouvez mettre en lien notre article de la vie communale en disant voilà, il y a des règles à respecter, il faut être prudent, j'ai suivi un webinaire et on vous incite à la prudence. Ça peut être d'informations globales qui permettent de passer l'information et si malheureusement l'adjoint n'entend pas d'être prudent en cette période et entre guillemets fait un travail de sape, parce qu'on pourrait considérer comme ça de la campagne du maire, il va falloir prendre des mesures malheureusement qui sont peut-être un peu plus définitives, comme le retrait de délégation, malheureusement. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. On fait le tour des questions. Dans tous les cas, ce qu'on vous a dit, enfin, toutes les questions qui ont pu être posées auxquelles on a répondu vont nous servir à pouvoir alimenter notre recueil de cas pratiques à alimenter. Puis on balayera avec Valentine l'ensemble des questions qui ont été posées. Peut-être que certaines ont pu nous échapper, mais je pense qu'on a répondu quasiment à la majorité, voire toutes d'entre elles. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de... S'il n'y a plus de questions, vous avez soit des ultimes questions, soit on reste disponible au service juridique. Voilà, donc quelques mots pour conclure ce premier webinaire. Donc, nous avons pu vous indiquer que la communication en période électorale est encadrée, mais nécessaire
pour notamment garantir une égalité de traitement entre les candidats, l'égal accès à l'information et surtout préserver la sincérité du scrutin. Mais cette communication, on l'a dit à plusieurs reprises, elle n'est pas interdite. Elle est permise, mais effectivement encadrée. De nombreuses actions restent possibles avec les précautions utiles nous avons pu évoquer dans le cadre de ce webinaire. Il convient de faire preuve de pragmatisme. Chaque situation s'analyse au cas par cas, sans tomber dans un excès de précaution ultime, et toujours effectivement être vigilant et avoir du bon sens. Et puis, n'hésitez pas en cas d'interrogation à nous solliciter au sein du service juridique pour qu'on puisse vous accompagner, vous donner notre avis. Ainsi s'achève ce webinaire. Merci Valentine pour cette brillante présentation. Valentine et moi-même, je vous remercie de votre attention. Nous espérons sincèrement que ce premier webinaire vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours via le mail qui va vous être adressé par la suite pour qu'on puisse en prendre connaissance. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question complémentaires au-delà de la communication de la période électorale. Donc, on vous a mis sur le portail le petit encart où vous pouvez interroger la vie communale, donc soit les juristes ou soit notre hier Antoine, comme Valentine a pu vous l'expliquer. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée et puis à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.